Depuis l'instant même de sa naissance, la fille du richissime homme d'affaires n'avait jamais émis le moindre son, et la cohorte de médecins consultés avait rendu un verdict unanime et sans appel, elle ne parlerait jamais. Un jour, sur la place du marché, une fillette pauvrement vêtue s'avança vers elle, tenant à la main une petite fiole contenant un liquide doré, et lui murmura avec une douceur infinie, « Bois, et ta voix naîtra. » L'enfant but le breuvage et, quelques secondes plus tard, le silence de toute une vie fut brisé par un son qui laissa son propre père, d'ordinaire si impassible, littéralement sans souffle. Ce matin-là, la place du marché, cœur battant de la petite ville, vibrait d'une énergie frénétique. Au milieu des étals de fleurs multicolores, des artistes de rue jonglant avec des torches éteintes et des enfants insouciants pourchassant les pigeons, un homme détonnait singulièrement dans ce tableau pittoresque. C'était Pierre Dubois. Son costume taillé sur mesure, d'un gris anthracite impeccable, sa montre suisse au poignet scintillant sous le soleil matinal et sa démarche empreinte d'une autorité naturelle trahissaient sans équivoque son statut. Un millionnaire habitué à plier le monde à sa volonté par la seule puissance de son argent, un homme au cœur aussi froid et poli que le marbre de ses bureaux, incapable de discerner la valeur de ce qui ne pouvait être acheté, quantifié, possédé. Cupide jusqu'à la racine de ses cheveux grisonnants, il ne vivait que pour les affaires, pour les acquisitions, pour les conquêtes financières. Pourtant, derrière cette façade d'acier se cachait une vulnérabilité qui le rongeait en silence, une blessure secrète qu'aucune fortune ne pouvait guérir. Sa fille, Manon, une adorable enfant de 5 ans aux boucles blondes, était née muette. Ni les sommes colossales dépensées, ni les plus grands spécialistes du globe n'avaient réussi à lui offrir le don de la parole. Tout en parlant fort dans son téléphone portable, gesticulant avec une impatience qui lui était coutumière, Pierre s'éloigna de quelques pas, laissant la fillette seule au milieu des pavés clairs de la place. Manon observait le tourbillon de vie autour d'elle avec de grands yeux curieux, ses cheveux blonds flottant au gré de la brise, lorsqu'une petite silhouette émergea de la foule dense. C'était Chloé, une enfant dont les vêtements usés et la peau marquée par les privations témoignaient d'une existence difficile, mais dont le regard possédait une douceur et une fermeté désarmantes. Elle s'approcha avec précaution, comme on approcherait un oisillon craintif, et sa voix fut une caresse. « Bonjour, je m'appelle Chloé. Tu as l'air seule. Est-ce que je peux rester un peu avec toi ?» Manon leva son visage vers elle. Elle ne put répondre, bien sûr, mais ses yeux clairs, d'un bleu profond, transmirent un message que Chloé comprit instantanément. Un oui silencieux, plein d'espoir. La fillette pauvre resta à ses côtés, lui offrant un sourire qui était comme un refuge au milieu du chaos ambiant. « Je sais que tu ne parles pas, mais ce n'est pas grave. Je peux te raconter des histoires et toi, tu n'as qu'à m'écouter, d'accord ?» dit Chloé en ramenant une mèche rebelle derrière son oreille. Manon laissa échapper un petit rire muet, un souffle léger qui plissa ses yeux, charmé par la spontanéité et la bienveillance de cette nouvelle amie. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un la voyait véritablement, au-delà de son silence. C'est alors que Chloé sortit de la poche de sa robe une petite bouteille en verre qu'elle gardait précieusement. À l'intérieur, un liquide doré scintillait, captant les rayons du soleil. Elle la tendit devant les yeux de Manon, et sa voix se fit presque confidentielle. Ma grand-mère Monique disait que ce breuvage a un pouvoir. Peut-être qu'il peut t'aider à parler. Bois ceci, et ta voix naîtra. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent d'une lueur intense. Elle hésita un bref instant, mais la curiosité et la confiance que lui inspirait cet enfant au regard si tendre l'emportèrent sur le doute. Elle s'approcha, et Chloé, avec une infinie délicatesse, inclina la petite fiole, laissant le liquide ambré couler directement dans sa bouche. À cet instant précis, la silhouette imposante de Pierre Dubois fendit la foule, le visage déformé par l'horreur. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» rugit-il en arrachant la bouteille des mains de sa fille et en bousculant violemment Chloé. Le flacon tomba sur les pavés et se brisa en mille éclats, répandant dans l'air une odeur amère et végétale. La foule alentour sursauta, mais le millionnaire n'en eut cure. Il agrippa brutalement le bras de la fillette et hurla « Disparais de ma vue, petite misérable. Ne t'approche plus jamais de ma fille. » Chloé trébucha, les yeux inondés de larmes, et s'enfuit en courant et en sanglotant, se perdant dans la masse des badauds qui observaient la scène en silence. Manon, qui jusqu'alors ne faisait que tousser légèrement, porta ses petites mains à sa gorge. Ses yeux se remplirent d'eau, son petit corps fut secoué de spasmes, et soudain, entre deux sanglots, un son inattendu, fragile mais distinct, s'échappa de ses lèvres. P.A. P.A. Pierre se figea sur place. Ses yeux s'écarquillèrent. Son corps tout entier se mit à trembler.
Ce mot, ce simple mot qu'il avait rêvé d'entendre depuis 5 longues années, venait de sortir de la bouche de sa fille. Manon. Répète-le encore une fois, s'il te plaît, murmura-t-il en s'agenouillant devant elle, submergé par l'incrédulité. La fillette se jeta dans ses bras, le serrant de toutes ses forces, et répéta d'une voix encore chevrotante, « Papa. Papa. » Les larmes de Pierre se mirent à couler sans retenue, lavant ce visage si souvent dur et fermé. Il serrait sa fille contre sa poitrine, la berçant doucement, comme s'il craignait que ce miracle ne s'évanouisse à tout jamais. Et lorsqu'il leva enfin les yeux, cherchant du regard la petite fille qui avait accompli ce prodige, il ne trouva que le vide de la place et les visages indifférents des passants. La grande maison de campagne de Pierre Dubois, habituellement plongée dans le silence oppressant de ses vastes couloirs et de son mobilier froid, semblait être un tout autre lieu cette nuit-là. Manon, la voix encore fragile et un peu rauque, s'aventurait à prononcer ses premiers mots, comme quelqu'un qui avance à tâtons dans l'obscurité. « Papa, je veux un croissant », dit-elle avec effort, mais sans la moindre hésitation. Pierre ouvrit de grands yeux, comme si chaque syllabe était une pépite d'or pur. « Mon Dieu, tu parles. Tu parles vraiment », murmurait-il en se passant les mains sur le visage, peinant à croire ce qu'il entendait. Les employés de maison, qui n'avaient que très rarement été témoins de la moindre émotion de la part de leur patron, s'arrêtaient dans l'embrasure des portes pour épier la scène, des larmes discrètes perlant au coin de leurs yeux. La fillette, souriant timidement, répétait des mots simples, tandis que son père, cet homme habitué au pouvoir et à l'argent, s'agenouillait devant elle tel un sujet devant sa reine. « Parle encore, ma chérie. Dis ce que tu veux, n'importe quoi », la suppliait-il, la voix brisée par l'émotion. Manon, encouragée, formulait de petites phrases, chacune sortant avec une certaine difficulté, mais avec une fermeté croissante. Le salon, jadis si glacial, se remplissait d'un rire pur, un son cristallin que l'on n'y avait pas entendu depuis des années. Le dîner, qui était d'ordinaire un rituel silencieux et cérémonieux, se transforma en une célébration improvisée. Un magnifique bœuf bourguignon fumait au centre de la table, mais personne n'y touchait vraiment. Pierre, qui n'avait jamais eu la patience d'écouter qui que ce soit, était maintenant penché au-dessus de la table, absorbant chaque son, chaque intonation qui sortait de la bouche de sa fille. « Papa, je suis heureuse », dit-elle en levant ses grands yeux vers lui. Pierre manqua de tomber de sa chaise, portant la main à son cœur comme si ces 4 mots constituaient le plus grand contrat qu'il ait jamais signé de sa vie. Des heures plus tard, alors que Manon était blottie dans son grand lit aux rideaux lourds, Pierre s'assit au bord du matelas, incapable de la quitter. La fillette le regarda avec ce sérieux que seuls les enfants peuvent avoir et dit tout bas, « Je veux retourner sur la place du marché demain. Je veux la remercier. » Pierre déglutit péniblement. Le souvenir de la petite fille pauvre, de la fiole brisée et de son regard suppliant lui revint avec une force brutale. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Manon, » murmura-t-il, mais sa voix se brisa devant l'attente qui brillait dans les yeux de sa fille. Il lui caressa les cheveux blonds, sentant une tendresse qui le désarmait complètement. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait ni affaire, ni profit, seulement le désir ardent de ne pas décevoir cette petite créature qu'il avait appelée « Papa ». « C'est d'accord, demain, nous irons sur la place du marché », dit-il avec un sourire contenu. Manon sourit à son tour, ferma doucement les yeux et s'endormit paisiblement. Pierre, cependant, resta là, immobile, tandis qu'une idée commençait à germer dans son esprit. Quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer entièrement, mais qui grandissait silencieusement en lui, une graine de convoitise dans le terreau de son soulagement. Le lendemain matin, le soleil dorait déjà les toits anciens de la ville lorsque Pierre sortit de sa grande maison, tenant sa fille par la main. Le chauffeur ouvrit la portière de la luxueuse berline, mais pour la première fois, ce n'était ni un événement mondain ni un rendez-vous d'affaires qui les menait à la place du marché. L'air était chargé de quelque chose de différent, d'une tension nouvelle. Manon, toujours enchantée par sa voix retrouvée, ne cessait de répéter de petites phrases à voix basse dans la voiture, comme pour s'assurer que tout cela était bien réel. « Tu sais, papa, je parle pour de vrai. Je parle pour de vrai, » disait-elle avec une joie qui illuminait son visage. En l'écoutant, Pierre ne pouvait dissimuler un sourire fier, mais ses yeux cachaient autre chose, un calcul silencieux, comme s'il tentait de comprendre la mécanique de l'impossible. En arrivant sur la place, l'agitation était à son comble. Les gens marchaient d'un pas pressé, les vendeurs ambulants criaient pour vanter leurs produits et le son d'un accordéoniste de rue se mêlait au bruit des pas sur les pavés. Manon tirait la main de son père avec impatience. « Allons-y, papa. Je veux trouver la petite fille. Je veux la remercier.
Sa voix était fluette, mais empreinte de la détermination de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Pierre, contraint de suivre le rythme de sa fille, gardait les yeux rivés sur la foule, cherchant parmi les visages inconnus cette silhouette qui était devenue soudainement essentielle. Après de longues minutes, au milieu de la multitude, Manon reconnut Chloé. La fillette se tenait près d'une vieille colonne de pierre, serrant ses propres bras comme pour se réchauffer. Ses cheveux en désordre captaient la lumière du soleil et ses vêtements déchirés la distinguaient de tous les autres. Sans réfléchir, Manon lâcha la main de son père et courut vers elle. « C'est toi » s'exclama-t-elle, sa voix sortant avec une assurance nouvelle. Chloé se retourna, surprise, puis un doux sourire illumina son visage en la voyant. Manon la serra dans ses bras, avec la ferveur de quelqu'un qui retrouve une part perdue de lui-même. « Merci, merci de m'avoir donné ma voix » dit-elle, des larmes de gratitude brillant dans ses yeux. Pierre, quelques pas en arrière, s'arrêta pour observer la scène. Il sentait un poids sur sa poitrine qu'il ne comprenait pas bien, un mélange de fierté et de honte. Il prit une profonde inspiration, s'approcha et, forçant un ton aimable, il parla. « Je dois vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé hier. » Les mots eurent du mal à sortir. « Je n'aurais pas dû agir de cette manière. » Chloé leva vers lui des yeux méfiants, mais resta silencieuse. Manon, impatiente, regardait l'un puis l'autre, comme si elle voulait réunir deux mondes que tout opposait. C'est alors que Pierre posa la question qui le consumait depuis la veille. Qui avait-il dans cette fiole? Sa voix était basse, mais chargée d'une urgence qui ne passa pas inaperçue. Manon se tourna vers Chloé et répéta avec innocence, « Oui. » « Dis-nous ce que c'était. » Chloé respira profondément, les yeux s'emplissant de larmes. Avec une délicatesse presque solennelle, elle répondit, « C'était une tisane. Ma grand-mère Monique m'a appris à la préparer avant de mourir. Elle disait que c'était un héritage, un cadeau à garder précieusement, quelque chose qui pouvait guérir ce que personne d'autre ne pouvait soigner. Je la protégeais comme mon plus grand trésor. » Pierre resta silencieux quelques instants, absorbant chaque mot. Son regard, qui reflétait auparavant l'incrédulité, brillait maintenant d'un intérêt dissimulé. Feignant l'admiration, il posa la main sur l'épaule de Chloé et dit, « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Te remercier ne suffit pas, viens avec nous, dans ma maison. Je veux que tu sois traité comme tu le mérites. » Le ton se voulait aimable, mais il y avait une rigidité calculée derrière chaque syllabe. Manon, radieuse, compléta, « Oui, c'est ça, Chloé, tu vas adorer notre maison. » Chloé hésita. Son petit corps tremblait, partagé entre l'envie de faire confiance et l'instinct de se méfier. Elle songea à la grande maison de campagne qui se dressait dans son imagination à l'écoute de cette invitation et, un instant, elle faillit refuser. Mais l'étreinte insistante de Manon et la promesse d'un foyer chaleureux brisèrent sa résistance. Avec un soupir, elle répondit tout bas, « D'accord, je viendrai. » Tandis que Manon célébrait cette décision et que Pierre souriait, ce n'était plus seulement de la gratitude qui flottait dans l'air, mais la sensation invisible que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire, et que le véritable prix de ce miracle n'avait pas encore été révélé. La berline de luxe qui transportait Pierre, Manon et Chloé laissa derrière elle le tumulte bruyant de la place du marché. Lorsque les hauts portails en fer forgé de la propriété s'ouvrirent, le contraste fut saisissant. Dehors, la pauvreté, l'agitation et l'indifférence. Dedans, des jardins immenses, des statues de marbre alignées le long d'une allée de gravier et une bâtisse qui semblait vouloir dévorer quiconque y pénétrait. Manon, excitée, tirait la main de Chloé comme pour lui montrer un trésor secret. « Tu vas te plaire ici » disait-elle en riant. Chloé, de son côté, regardait tout autour d'elle avec des yeux écarquillés, à la fois émerveillée et mal à l'aise. Cette grandeur ostentatoire lui paraissait appartenir à une autre planète. En entrant dans le hall principal, les domestiques attendaient déjà, en rang. La table était dressée avec des fruits frais, des pains variés, des fromages affinés et des plats chauds. Pierre, d'un geste impérial, déclara « Cette maison est aussi la tienne, du moins pour aujourd'hui. Mange tout ce que tu désires. » Le ton se voulait accueillant, mais sa posture était celle d'un monarque qui n'a pas l'habitude de partager son territoire. Chloé s'approcha de la table avec lenteur et hésitation, jusqu'à ce que Manon tire une chaise pour elle. « Assieds-toi ici, à côté de moi », insista la fillette souriante. Dans les jours qui suivirent, Pierre intensifia ses flatteries. Il fit venir des vêtements neufs, faits de tissus délicats, pour remplacer les haillons que portait Chloé. Il lui offrit des jouets coûteux, comme des poupées de porcelaine et des livres magnifiquement illustrés.
Il ordonna au cuisinier de préparer les mets les plus raffinés uniquement pour qu'elle puisse les goûter. Même les serviteurs, habitués à la froideur de leur maître, s'étonnaient de cette amabilité soudaine et théâtrale. Manon célébrait chaque cadeau offert à son ami, sans se rendre compte que derrière ces gestes généreux se cachait une intention bien plus sombre. Entre deux bouchées timides et les rires partagés avec Manon, Chloé commença à se sentir un peu moins étrangère en ces lieux. Elle se surprit à courir dans les jardins avec la fille de Pierre, à jouer à cache-cache entre les colonnes de la demeure et même à tapoter quelques notes sur le piano à queue ancien. Le rire des deux enfants résonnait dans les couloirs, remplissant de vie ces espaces autrefois dominés par un silence de mort. Pierre observait de loin, assis dans un fauteuil en cuir, le menton appuyé sur sa main, les yeux aux aguets. À première vue, il semblait satisfait, mais en lui-même, chaque parole de Chloé était enregistrée avec la plus grande attention. Ce ne fut qu'après plusieurs jours de ce traitement de faveur que Pierre s'approcha avec la douceur calculée d'un prédateur. Dans le jardin illuminé par le soleil couchant, il feignit la curiosité. « Chloé, cette tisane est vraiment spéciale. Te souviens-tu comment ta grand-mère la préparait ? Cela devait être laborieux, n'est-ce pas ?» La fillette prit une grande inspiration et répondit « Oui, ça l'était. » Elle cueillait des feuilles de sauge et de menthe fraîches aux premières lueurs du jour, quand la rosée perlait encore dessus. Elle disait que si on les ramassait en plein soleil, elles perdaient leur force. Elle utilisait aussi de la racine de gingembre râpée, un peu de miel sauvage et des fleurs de camomille. Tout devait bouillir à feu très doux pendant exactement 7 minutes. Pierre se pencha, manifestement intéressé, mais s'efforça de conserver son sourire cordial. Incroyable. Continue, je t'en prie. Et après, Chloé, toujours touchée par ce souvenir, poursuivit, après, elle laissait refroidir le tout dans une carafe en verre, jamais en métal. Elle disait toujours que le secret était de respecter le temps de l'infusion. Si on filtrait trop tôt, ça ne fonctionnait pas. Et la tisane devait être bue immédiatement, avant qu'elle ne perde son essence. Pendant qu'elle parlait, Pierre absorbait chaque détail comme s'il gravait un code précieux dans sa mémoire. Mais plus Chloé se livrait, plus elle remarquait que le regard de l'homme n'était pas celui d'une simple admiration, mais celui de la pure convoitise. Elle tenta de s'arrêter, de dévier la conversation, mais Pierre, avec un sourire qui se voulait courtois, insista. « Tu expliques si bien. Tu as dû hériter du don de ta grand-mère. » Manon, soudain méfiante, fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Elle s'approcha de son amie, lui prenant la main comme pour la protéger. Chloé répondit à ce geste en silence, consciente qu'elle en avait peut-être révélé plus qu'elle n'aurait dû. Cette nuit-là, alors que Manon s'était endormie après avoir tant ri, Chloé resta éveillée dans la chambre d'Amy. Elle observait le plafond orné de moulures, le lit bien trop moelleux, et ne parvenait pas à se détendre. Les images du sourire de Pierre revenaient sans cesse. Derrière la politesse, il y avait une ombre. Elle le savait. Elle soupira, serrant le mouchoir élimé qu'elle portait toujours sur elle, et pensa, s'il découvre vraiment tout, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Et ainsi, en silence, un plan commença à naître dans son esprit. Les jours de Chloé dans la grande maison n'étaient plus une nouveauté. Elle se réveillait entre des draps propres, portait des vêtements qu'elle n'aurait jamais osé imaginer et mangeait à une table débordant de fruits, de viande et de desserts. Manon la traitait comme une sœur, lui montrant chaque recoin de la demeure, lui apprenant des jeux et partageant même les secrets d'enfants qu'elle gardait dans ses carnets de dessin. Aux yeux d'une enfant, cela ressemblait à un foyer, mais aux yeux de Pierre Dubois, ce n'était rien de plus qu'une stratégie. Depuis le début, son intérêt n'était pas d'accueillir Chloé, mais de lui extorquer chaque détail de ce qui comptait vraiment, la recette de la tisane miraculeuse. Il l'observait comme on étudie une proie, notant mentalement chaque mot. Au cours de conversations en apparence innocentes, il lui arrachait des noms de plantes, des heures de cueillette, des détails sur la cuisson. Chaque jour, il se rapprochait un peu plus de la formule complète. Et lorsqu'il sentit qu'il en savait assez, son masque de générosité tomba. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. La petite fille pauvre n'avait plus aucune valeur. Par un après-midi suffocant, il convoqua Chloé dans son bureau. L'endroit exhalait l'autorité, des murs tapissés de livres reliés en cuir, des tapis persans coûteux, un bureau en acajou massif qui reflétait la lumière de la lampe. Manon tenta de retenir la main de son amie, méfiante, mais son père fut ferme. « Vous verrez plus tard. J'ai besoin de lui parler maintenant. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Manon resta plantée dans le couloir, angoissée, sentant un poids dans son estomac qu'elle ne savait expliquer.
À l'intérieur du bureau, Chloé se fit toute petite devant lui. Un sac à dos noir posé sur le bureau attira son attention. Il était rempli, débordant de liasses de billets. Pierre croisa les bras, le visage aussi froid que la pierre. « Chloé » commença-t-il d'une voix calme et tranchante. « Tu m'as donné tout ce que je voulais. L'information sur la tisane est maintenant complète. À partir de maintenant, il n'y a plus aucune raison que tu restes ici. Prends ce sac et va-t'en. » La fillette écarquilla les yeux, incapable de le croire. « Mais... je n'ai rien demandé. Je voulais juste jouer avec Manon. » Sa voix se brisa. Pierre se pencha en avant, impatient. « Les jeux ne m'intéressent pas. J'ai besoin de résultats, et tu as déjà rempli ton rôle. » Il se leva et, avec brusquerie, poussa le sac vers elle. « Prends. C'est plus d'argent que tu n'en auras jamais de toute ta vie. Mais disparais de ma maison. Maintenant. » Les larmes coulaient sur le visage de Chloé. « Vous n'avez jamais voulu m'aider. Vous vouliez seulement la recette, murmura-t-elle. Avant qu'elle ne puisse finir, Pierre frappa la table de sa main, le son résonnant lourdement dans la pièce. « Assez. Tu n'es rien de plus qu'une gamine des rues. N'ose plus jamais te montrer ici. » À ce moment, Manon entra en courant, alertée par le bruit. Elle trouva son ami en train d'être traîné vers la porte du bureau. « Papa, arrête. Ne lui fais pas ça. Elle ne le mérite pas, » criait-elle en sanglotant. Pierre ne la regarda même pas. Il tenait fermement Chloé par le bras et la poussait dans le couloir, ses pas durs résonnant contre les murs. Dans l'entrée principale, il ouvrit la porte à la volée et jeta la fillette dehors comme on se débarrasse d'un objet sans valeur. Dehors, beugla-t-il, la voix chargée de mépris. Chloé, tremblante, ramassa le sac avec dignité et regarda Manon, qui pleurait désespérément. « Ne pleure pas. Tu as ce que tu as toujours voulu. Ta voix. Garde-la précieusement. » Et elle s'enfuit en courant, disparaissant au bout de la rue. Manon tomba à genoux, le visage inondé de larmes. « Je te déteste, papa » cria-t-elle, sa voix forte déchirant le silence de la grande maison. Mais Pierre ne s'y a pas. Il n'y eut aucune hésitation, aucune douleur. Il resta debout sur le seuil, regardant l'horizon comme s'il n'avait rien entendu. Dans son esprit, il n'y avait pas de place pour les pleurs de sa fille. Le seul son qui résonnait était le tintement imaginaire des pièces, la promesse des millions qui arriveraient dans quelques jours. Après tout, il avait maintenant ce qu'il voulait, le secret de la tisane. Dans les jours qui suivirent, Pierre s'enfonça dans son ambition. Avec la froideur de celui qui ne voit la vie qu'en chiffres sur un bilan, il réunit son équipe de marketing, des scientifiques de laboratoire et ses avocats les plus fidèles. Dans son esprit, la recette était déjà de l'or pur. Il fit préparer des échantillons dans d'élégants flacons, avec des étiquettes sophistiquées et un nom soigneusement choisi, la tisane de l'espoir. Il présenta le produit comme un cadeau au monde, mais en facturant des prix exorbitants, comme quelqu'un qui transforme la douleur en produit de luxe. Ses yeux brillaient à l'idée de voir ses coffres se remplir. « Dans quelques semaines, je serai encore plus grand que je ne l'ai jamais été. Maintenant, personne ne pourra m'arrêter, » pensait-il, ignorant complètement le souvenir de Chloé fuyant dans la rue en larmes et la voix de sa fille lui disant qu'elle le haïssait. La propagande s'empara de la ville. Des publicités télévisées spectaculaires et des annonces radio vendaient la promesse de la guérison avec des images d'enfants et d'adultes souriant dans des montages émouvants. Récupérez ce que vous avez perdu. Redécouvrez votre voix. Les gens, nus par le désespoir, commencèrent à acheter. Des familles entières faisaient la queue dans des pharmacies de luxe, payant des sommes absurdes pour une bouteille qui promettait de rendre la parole. Pierre, du haut de son bureau vitré, observait les graphiques de vente grimper en flèche. « Regardez ces chiffres » s'exclamait-il à ses cadres en frappant la table. « Ce n'est que le début. Le monde entier va consommer ma tisane. » Intérieurement, il riait de satisfaction. Ils achètent de l'espoir, et je leur vends des miracles. Pendant quelques jours, le monde sembla de nouveau s'incliner à ses pieds. Les journalistes sollicitaient des interviews, les investisseurs se proposaient pour étendre la production, et les journaux publiaient des titres louant l'entrepreneur visionnaire. Pierre arpentait les couloirs de son entreprise comme un roi triomphant, le bruit de ses chaussures résonnant sur le marbre poli. « Tu vois, Manon, dit-il lors d'une rare tentative de rapprochement. Ton père est un génie. Maintenant, tout le monde aura accès au miracle.
Mais Manon se contenta de détourner le regard en murmurant « Ce n'est pas un miracle, papa. C'est un mensonge. » La phrase résonna dans son esprit, mais il la rejeta avec mépris. Elle n'est qu'une enfant, elle ne comprend rien aux affaires. Mais l'illusion n'allait pas durer. Les premières plaintes arrivèrent discrètement. Des consommateurs mécontents affirmaient n'avoir remarqué aucun résultat. Pierre, irrité, grommelait, des cas isolés. Il y a toujours des insatisfaits. Cependant, en quelques jours, l'avalanche de dénonciations envahit la presse. Des personnes désespérées, qui avaient vendu le peu qu'elles possédaient pour acheter la tisane, exposaient l'escroquerie dans des vidéos poignantes. Une femme sanglotait devant la caméra, « Mon fils ne parle toujours pas, et maintenant nous n'avons plus rien. » Des médecins prirent la parole, assurant qu'il n'y avait aucune preuve scientifique. Les poursuites judiciaires commencèrent à pleuvoir sur l'entreprise. Pierre passait des nuits blanches à faire les 100 pas, se répétant « Ça va passer. Ça va passer. » Personne n'oserait faire tomber Pierre Dubois. La chute fut rapide et cruelle. Ce qui était monté comme une fusée s'effondrait comme une pierre. La presse qui l'avait encensé le qualifiait maintenant de charlatan. Les investisseurs se retirèrent, les actions s'effondrèrent et, en l'espace de quelques semaines, l'empire s'écroula. Face à son miroir, il murmurait « Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Je contrôle tout, j'ai toujours tout contrôlé. » Mais l'image que lui renvoyait le miroir n'était plus celle d'un homme en contrôle, mais celle de quelqu'un d'acculé, de perdu. À la maison, la froideur de Pierre rencontra enfin une résistance. Manon, qui l'avait observé en silence pendant des jours, ne tint plus. Elle l'affronta directement, les yeux pleins de larmes, et dit d'une voix ferme, « Tu as trompé tout le monde. Et tu m'as trompé aussi. Je ne peux pas appeler et père quelqu'un d'aussi méchant. » Il resta paralysé, la respiration lourde, mais au fond de lui, il pensait, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle est aveuglée par l'émotion. Tout ce que j'ai fait, c'était d'essayer d'être encore plus grand. Il n'y avait aucun repentir, seulement du déni. Au fil des jours, les couloirs de la grande maison se vidèrent. Les employés démissionnaient, les amis d'affaires disparaissaient et les anciens alliés feignaient de ne l'avoir jamais connu. La fortune, qui semblait éternelle, s'évaporait sous ses yeux. La nuit, seul dans sa bibliothèque, Pierre tournait en rond, les mains dans les cheveux. Maudits soient-ils. Tous des ingrats. Ils se sont retournés contre moi parce qu'ils ne supportent pas mon succès, murmurait-il en essayant de s'en convaincre. Mais le silence lui répondait, étouffant. Pour la première fois, l'écho qui emplissait la maison n'était pas celui des applaudissements ou des contrats signés, mais celui de la solitude et d'une défaite qu'il ne savait comment surmonter. Les nuits dans la grande maison étaient devenues longues et insupportables. Pierre, autrefois maître d'un agenda surchargé de réunions et de voyages, passait désormais ses journées enfermé dans sa bibliothèque, buvant des verres de whisky et ruminant les articles qui le traitaient de charlatan. Le téléphone ne sonnait plus pour des partenariats, mais pour des créanciers. Le silence n'était rompu que par les pas timides de Manon dans les couloirs, des pas qui ne cherchaient plus jamais sa compagnie. Le souvenir de sa fille lui disant « Je ne peux pas appeler et père quelqu'un d'aussi méchant » résonnait dans son esprit, mais il tentait de noyer ce fantôme en se répétant « Je me suis juste trompé dans l'exécution, pas dans la vision. Je peux me relever. » Ce fut au cours d'une de ces nuits, alors que le vent frappait violemment les fenêtres et que la maison semblait plus froide que jamais, que le son de coups frappés au portail retentit dans le vide. Pierre se leva, irrité. « Qui ose me déranger à cette heure » grommela-t-il en se dirigeant vers l'entrée. Son cœur s'accéléra lorsque, en ouvrant la porte, il se trouva face à une petite silhouette emmitouflée dans un manteau usé, les cheveux décoiffés par la pluie. C'était Chloé. Un instant, il en eut le souffle coupé. Il baissa le ton et dit, la voix rauque, « Tu es revenu. » Puis, dans un accès de fragilité, il laissa échapper, « Pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te faire ça. » Les mots pesaient comme des pierres, mais Chloé le regarda avec fermeté, sans ciller. « Je savais depuis le début que vous ne vouliez que la recette, » dit-elle durement. « C'est pour ça que je vous en ai donné une fausse. Quand j'ai compris que vous ne vous souciez ni de moi ni de personne, seulement de l'argent, j'ai caché la vérité exprès. » Pierre sentit son sang bouillir. Ses yeux lancèrent des éclairs de haine et il fit un pas en avant. « Ingrate. Tu as osé me tromper ? Une gamine des rues m'a fait passer pour un idiot. » Sa voix tonna dans la maison, chargée de fureur. Manon accourut dans le couloir, effrayée, et éleva la voix. « Papa,
ça suffit, dit-elle avec une fermeté qui ne correspondait pas à son jeune âge. Écoute-la, elle n'a pas fini de parler. Chloé prit une profonde inspiration, reprenant le contrôle. Je suis venue ici parce que, malgré tout, je suis prête à vous donner la vraie recette. Mais à une condition. La fillette le fixait, sans crainte. Vous aurez l'occasion de faire les choses différemment cette fois. En entendant cela, l'expression de Pierre changea instantanément. La fureur laissa place à une extase presque malsaine. Ses yeux brillaient comme s'il venait de recevoir la clé d'un coffre-fort. La vraie recette. Oui, c'est ça, murmurait-il en riant nerveusement. Avec elle, je laverai mon nom, je récupérerai mon empire. Je montrerai à tous qui est le vrai génie. Mais son euphorie fut brisée par la voix de Manon, tremblante d'indignation. Tu vois? Malgré tout ce qui s'est passé, tu n'as toujours rien appris. Tu ne penses encore qu'à toi, papa. Seulement à toi. Chloé fit alors un pas en avant, et ses paroles frappèrent comme des flèches acérées. Pendant que vous rêviez de vos coffres pleins, des milliers de personnes pleuraient de frustration. Des parents ont dépensé ce qu'ils n'avaient pas, croyant à votre mensonge. Des enfants se sont endormis avec l'espoir de se réveiller en parlant, et ils sont restés silencieux. Vous avez volé les rêves de ceux qui n'avaient déjà plus rien. Elle haussa la voix, le regardant sans ciller. Et vous osez encore ne penser qu'à sauver votre image? Vous n'avez pas honte? Pierre, paralysé, sentit chaque mot s'enfoncer en lui comme des lames effilées. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, son visage brûlait, mais il ne parvint pas à répondre. Là, face à deux enfants, l'impitoyable homme d'affaires était nu dans sa cupidité, sans aucun masque pour cacher la vérité. Le silence qui suivit les paroles de Chloé semblait peser plus lourd que n'importe quelle insulte. Pierre respirait rapidement, tel un animal acculé, les poings serrés, cherchant une réponse qui ne venait jamais. Manon l'observait avec fermeté, comme si chaque seconde la confortait dans l'idée que son père n'était pas le géant qu'il prétendait être. Chloé, debout face à lui, paraissait plus grande que sa propre taille, comme si elle avait été envoyée pour révéler une vérité qu'il avait passé sa vie à dissimuler. Après quelques instants, la fillette qui semblait autrefois si fragile reprit la parole, sa voix déterminée brisant l'air glacial du salon. Si vous voulez la vraie recette, vous devrez faire ce que vous n'avez jamais fait, penser aux autres. Pierre fronça les sourcils, confus, presque amusé. Penser aux autres, répéta-t-il comme si c'était une plaisanterie de mauvais goût. J'ai entre les mains quelque chose qui vaut des milliards. Tu veux que je le donne? Tu es folle? Sa voix s'éleva, résonnant dans les couloirs de la maison vide. Chloé ne se laissa pas intimider. Elle fit un pas en avant et releva le menton. Oui. Gratuitement. C'est la seule façon de prouver que vous avez appris quelque chose. Si vous utilisez cette recette pour gagner de l'argent, vous resterez le même homme vide. Mais si vous l'utilisez pour aider, vous pourrez enfin changer. Manon intervint, la voix émue mais ferme. Papa, c'est ta chance. Il ne s'agit pas de richesse ou de gloire. Il s'agit de toutes les personnes que tu as trompées, des enfants qui rêvent de parler et qui n'ont jamais pu. Tu as l'occasion de tout réparer. Ses yeux s'emplissaient de larmes, mais la force de son expression ne laissait aucun doute. Elle ne demandait pas, elle exigeait. C'est alors que quelque chose en lui se brisa. Pour la première fois de sa vie, Pierre sentit le poids de sa propre histoire s'abattre sur ses épaules. Le visage qui s'était habitué à sourire devant des contrats millionnaires brûlait maintenant de honte. Ses yeux s'humidifièrent, non de rage, mais de remords. Les images revinrent en avalanche, Chloé chassée en larmes, Manon lui criant sa haine, les foules le traitant de criminel. Et face aux deux fillettes, il admit à voix haute ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire, « J'ai été un homme avide toute ma vie. J'ai triché, j'ai menti, j'ai trompé. J'ai cru que le monde existait pour s'incliner devant mon argent. Mais j'avais tort. » Il prit une profonde inspiration, essuyant ses larmes. « C'est fini. Je ne vivrai plus comme ça. Je vais changer. Je vais faire les choses différemment. » Le lendemain matin, l'inimaginable se produisit. Les machines de ces usines, autrefois dédiées à la production de biens de luxe et à remplir des rayons coûteux, furent mises en marche pour une nouvelle fonction. D'immenses bonbonnes de verre recevaient le liquide doré, soigneusement préparé selon chaque détail de la recette authentique. Chloé supervisait le processus de près, avec un regard vigilant, s'assurant que rien ne soit altéré. Manon, à ses côtés, souriait en voyant la transformation s'opérer.
Dans chaque lot conditionné, ce n'était pas seulement une tisane, c'était une promesse, une restitution de dignité à ceux qui avaient été trompés. Quelques jours plus tard, les premières cargaisons furent distribuées dans les hôpitaux, les écoles et les centres communautaires. Il n'y avait ni facture, ni contrat, seulement des cartons arrivant comme des cadeaux. Les caméras enregistraient la réaction de familles entières. Dans une petite clinique, une mère serra son fils de 8 ans dans ses bras, submergé par l'émotion, lorsqu'il prononça pour la première fois le mot « maman ». Dans une autre ville, un vieil homme qui avait perdu la voix après un accident se remit à fredonner tout bas la mélodie de son enfance qu'il chantait toujours à ses petits-enfants. Des vidéos commencèrent à circuler, et chaque histoire était un fil qui tissait un miracle collectif. À l'intérieur de la grande maison, Pierre, Manon et Chloé regardaient les images à la télévision. L'homme qui ne souriait autrefois qu'aux chiffres s'essuyait maintenant des larmes qu'il ne pouvait contenir. Je ne savais pas que ce serait comme ça, murmura-t-il, la voix brisée. Au fond, il ne savait pas s'il pleurait de honte pour son passé ou à cause de la force inattendue du présent. Manon prit la main de son ami et, regardant son père, dit « Maintenant, tu comprends. Le vrai miracle, ce n'était pas de me rendre la parole, mais de nous apprendre à l'utiliser pour les autres. » Chloé compléta, sérieuse, mais avec une lueur dans les yeux. « Oui. Le miracle n'a jamais été à propos de vous, Pierre. Il était à propos de nous tous. Sur le pouvoir de donner une voix à ceux qui ne l'ont jamais eu. » Et tandis que les images de gens ordinaires remplissaient l'écran, des visages baignés de larmes, des sourires illuminant des pièces modestes, des enfants courant et criant des mots qu'ils n'avaient jamais pu prononcer, une vague d'émotion submergea tout le pays. Il n'y avait plus moyen de le nier. Un nouveau chapitre s'écrivait, et pour la première fois, Pierre n'était pas l'auteur solitaire d'une intrigue de cupidité. Il n'était qu'une partie d'un miracle que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que les premières bouteilles de tisane avaient été distribuées gratuitement. Le pays tout entier semblait respirer un air nouveau. Les journaux télévisés diffusaient des histoires qui touchaient même les plus sceptiques. Des enfants nés muets qui criaient maintenant le nom de leurs parents. Des personnes âgées qui retrouvaient leur propre voix après des décennies de silence. Des jeunes qui pouvaient enfin chanter. C'était comme si chaque flacon était une clé, ouvrant des cadenas oubliés dans l'âme des gens. Et à la surprise de tous, le nom de Pierre Dubois, autrefois synonyme de tromperie et de cupidité, commençait à être associé à quelque chose que personne n'aurait imaginé, l'espoir. Les procès qui s'accumulaient auparavant dans les tribunaux commencèrent à être retirés un par un. Les familles qui avaient poursuivi l'entreprise envoyaient maintenant des lettres de remerciement. « Mon fils a parlé pour la première fois », disait une mère émue dans un enregistrement diffusé aux informations. Et cette victoire, Monsieur Dubois, n'a pas de prix. Chaque nouvelle déclaration était comme une pièce d'un puzzle qui reconstruisait peu à peu l'image d'un homme qui semblait condamné à l'oubli. C'est dans ce contexte qu'arriva une invitation inattendue. Pierre devait donner une conférence lors de l'un des plus grands événements d'affaires du pays. La salle était comble, cadres, investisseurs, journalistes, et même des familles qui avaient bénéficié de la tisane. Les lumières éclairaient l'immense scène et le murmure du public augmentait à mesure qu'il se dirigeait vers le centre. Il portait le même costume impeccable que toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était plus le visage d'un homme hautain, mais celui de quelqu'un qui portait le poids de chaque erreur et de chaque choix. Quand il prit le micro, le silence se fit. Il respira profondément, les yeux embués. « Je ne suis pas le responsable de cette révolution, dit-il, la voix brisée. J'ai passé ma vie à croire que l'argent était tout, que les gens n'importaient pas. Je me suis trompé, j'ai menti, j'ai été cruel. Mais aujourd'hui, devant vous, je dois dire que ce n'est pas mon pouvoir qui a apporté ce miracle. Ce sont 2 enfants. » Le public murmura, surpris, et Pierre fit un geste pour qu'elle le rejoigne. Manon, dans une robe simple, monta sur scène main dans la main avec Chloé, qui portait toujours son même manteau usé, mais maintenant la tête haute et les yeux brillants. Les 2 s'avancèrent lentement, et toute la salle se leva pour les applaudir. Pierre continua. « Voici ma fille Manon, qui n'a jamais cessé de croire en l'impossible. Et voici Chloé, qui m'a appris ce que signifie avoir du courage. Ce sont elles les responsables de tout ce qui se passe. Si aujourd'hui tant de voix résonnent, c'est parce que ces 2-là m'ont montré que la vraie richesse ne se trouve pas dans les comptes en banque, mais dans ce que nous pouvons donner à notre prochain. » Manon prit alors le micro, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « La voix est un cadeau. Elle ne sert pas à tromper ou à blesser, mais à transformer.
J'étais muette, mais j'ai appris que parler ne suffit pas. Il faut utiliser ces mots pour changer des vies. Le public applaudit debout, les larmes coulant sur de nombreux visages. Chloé parla ensuite, et sa voix, droite comme une flèche, transperça chaque cœur présent. Je n'avais rien, mais j'ai appris de ma grand-mère que même le plus petit des gestes peut guérir. Aujourd'hui, je veux dire à tous, ne méprisez jamais ce qui semble petit, car c'est dans la petitesse que se produit le vrai miracle. L'auditorium explosa en applaudissements. Les gens s'embrassaient, des hommes d'affaires pleuraient sans honte et les journalistes enregistraient chaque mot, conscients d'assister à un moment historique. Pierre, pleurant pour la première fois devant une foule, regarda les deux fillettes comme quelqu'un qui comprenait enfin la valeur du mot « voix ». Pas seulement la voix qui sort de la bouche, mais celle qui se manifeste dans les décisions, dans les actes, dans l'amour. À la fin, ils quittèrent l'événement tous les trois, ensemble. Manon tenait fermement la main de Chloé, et Pierre marchait à leur côté, plus léger, comme s'il avait laissé derrière lui un fardeau qu'il avait porté toute sa vie. En sortant dans la nuit étoilée, il dit d'un ton bas mais ferme, « Maintenant, je sais. Avoir une voix, ce n'est pas seulement parler, c'est l'utiliser pour changer des vies. » Chloé sourit et Manon compléta, « Et nous allons le faire, ensemble. » Et tandis qu'ils marchaient dans les rues illuminées, formant une famille improbable mais unie par le destin, le monde semblait s'incliner pour les écouter. Non pas comme un millionnaire, une mendiante, ou simplement une fille qui avait retrouvé la parole, mais comme trois voix qui, ensemble, avaient montré que le vrai miracle se produit lorsque le courage l'emporte sur la cupidité, et lorsque même le plus arrogant des hommes apprend qu'on ne peut faire taire ce qui est né pour être entendu.